많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never ever gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine baby you're mine 많이 고민 Partition du pays en 3 zones, le Katanga, la province orientale et la zone gouvernementale. C'est une guerre terrible, elle a tué entre 1 million et 1 100 000 Congolais sur 10 millions d'habitants à l'époque, 10%. Donc vous pouvez vous imaginer, eh bien, le Congo s'est relevé. Le Congo s'est relevé parce qu'il s'est développé, même pendant cette guerre civile, et jusqu'en 1975, il y a eu un formidable développement économique et surtout social. Vous imaginez qu'aujourd'hui, le Congo compte 80 millions d'habitants, 8 fois plus qu'en 1960. Et le dynamisme des populations est incroyable. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés, il ne faut pas les nier, mais il faut relever le fait que le Congo a fait plusieurs fois de formidables progrès en développement sanitaire, scolaire, en infrastructure. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas la joie, si j'ose dire, de ce côté-là. Donc le Congo n'a pas connu une longue et lente glissade vers l'abîme. Beaucoup d'Européens, beaucoup de Belges, beaucoup de Blancs disent « Oui, à partir du moment où on est parti, ça a commencé à s'effondrer ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'abord, avant que les Blancs partent, le Congo était déjà en désobéissance civile dans plusieurs grandes régions. Le pays devenait ingouvernable. Et après 1960, le pays ne s'est pas effondré, contrairement à ce qu'on pense. Donc ce n'est pas une longue glissade. Alors, crise perpétuelle, je pense que le mot perpétuel n'est pas exact parce que les crises ont été chaque fois très très différentes, avec des contextes multiples, avec des causes multiples et avec des enjeux différents. Dernier élément pour bien comprendre, le Congo est immense. Si je vous dis aujourd'hui qu'il y a eu de graves incidents à Bunia, dans la capitale de l'Ituri, et qu'il y a eu plusieurs violations des droits de l'homme, etc., vous pouvez vous imaginer que eh bien, on serait à peu près comme si nous étions à Kinshasa. Eh bien, nous sommes à Bruxelles et ces événements en Italie se passent en Lituanie. Le pays est énorme. Donc il faut aussi relativiser ça. En 1994, quand je suis rentré du Rwanda, c'était la guerre en Yougoslavie. C'était à 2 heures d'avion. Le Congo, c'est 3 fuseaux horaires, c'est beaucoup plus grand. Le Congo, si vous le mettez sur la carte de l'Europe, il va d'Athènes à Oslo. Donc il faut aussi relativiser ce climat et ce contexte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comme je trouve ça vraiment important. On est dans un pays gigantesque qui reprend la moitié de l'Europe, en tout cas la moitié de l'Europe occidentale. Alors, oui, la crise est grave. Oui, elle est plurielle, oui, elle pourrait échapper à tout contrôle. Ce sont des crises multiples, mais mon analyse, c'est qu'elles s'enchaînent toutes sur une crise politique. Et cette crise politique, elle est décrite simplement, à mon avis. C'est la volonté de Joseph Kabila et de son camp, de son clan, de se maintenir au pouvoir coûte que coûte après décembre 2016. On a dépassé l'échéance. Je suis désolé pour ceux qui connaissent bien déjà toutes les composants de la vie congolaise, mais j'ai préféré être assez simple et explicatif pour ceux qui ne les connaissent pas. Décembre 2016, c'est la fin du 2e et du dernier mandat de Joseph Kabila d'après la Constitution. En 2011, quand il est réélu avec 49% des voix, parce qu'il y a des élections en un seul tour, ce que je pense avoir été une erreur magistrale, parce qu'en 2006, il y a eu 2 tours, donc les alliances se sont faites au vu et au su de tout le monde. Il y a eu les reports de voix, on savait qui demandait de voter pour qui. En 2011, 49% des voix, des fraudes électorales massives, et surtout des arrangements entre partis politiques, arrangements occultes. Et vous pouvez imaginer les valises de billets qui traînent et qui passent dans un camp ou dans un autre pour obtenir des ralliements. C'était, à mon avis, une très très grave erreur historiquement. Alors, Joseph Kabila, il a des modèles, hein.
Le président burundais, Nkurunziza, 2 mandats. Et bien, il est à son 3e mandat, par une interprétation anticonstitutionnelle de la Constitution. C'est pour ça que je le décris, c'est extraordinaire. Le président rwandais, lui, il a choisi une voie qui a l'air un peu plus nette. Il obtient par référendum la possibilité de faire sauter la règle des 2 mandats, pour être président jusqu'en 2028. Et donc on sait bien aussi qu'au Rwanda, quand il y a 98% de votes pour quelqu'un, ben, tout le monde sait que c'est un climat d'intimidation, de fraude massive, de peur, etc. Alors, Joseph Kabila, c'est qu'il est impopulaire. On est en 2007. Il est sans successeur. Il a tenté plusieurs coups. On va réviser la Constitution, contestation dans la rue, répression, mort, notamment à Kinshasa, mais aussi ailleurs. Puis on a fait des manœuvres du genre, mais on va faire un grand référendum. Mais faire un référendum, c'est perdre un an. Or, le système électoral congolais permettrait d'enrôler les électeurs et de faire quasi un recensement comme on avait fait en 2006. Et donc, chaque fois, si vous voulez, la formule que le clan Kabila a utilisée, c'est le mot glissement. On ne va pas faire le 3e mandat, puisque la rue et la pression internationale sont trop fortes. On ne va pas faire le 3e mandat, on va faire un glissement. Et donc, le glissement, c'est les élections sont reportées. Oui, nous allons les tenir, nous pourrons. Mais en attendant, le 3e mandat, Joseph Kabila, il a commencé, puisqu'il est au-delà de son 2e mandat depuis décembre 2017. Vous voyez la situation inextricable dans laquelle on se met. Et donc, depuis fin 2016, toutes les institutions congolaises sont illégitimes. Le Parlement n'est plus légitime, le Sénat n'est plus légitime, les assemblées provinciales n'ont pas été renouvelées depuis 2006, et le président n'est plus légitime. On se trouve donc dans une situation inextricable, et le mécanisme est simple. À chaque fois, il y a une manœuvre du pouvoir, je vous en ai décrit quelques-unes, il y a eu des dizaines et des dizaines d'exemples, et puis, quand il y a contestation populaire, contestation politique par l'opposition, pression internationale, chaque fois le pouvoir recule, doucement. Il adoucit les choses, il dit mais aussi, on va faire des élections, ce sera en 2018, ce sera en 2017, mais, et puis il reprend du terrain ensuite. Et finalement, à chaque fois, les accords ne sont pas respectés et on multiplie les manœuvres. Pour vous donner un exemple, et un seul, celui-là, je pense que c'est important que vous le connaissiez, la conférence épiscopale congolaise, le poids de l'Église catholique au Congo est important parce qu'elle est vraiment un organe de la société civile qui défend la population. Elle n'est pas seule, mais c'est un des organes importants qui est aux côtés de la population. En juin 2016, la conférence épiscopale lance un message alarmant. Je vous le résume en 3-4 phrases. Le pays va très mal. Les Congolais doivent se mettre debout. Il faut que les Congolais prennent leur destin en main. Et il y a 9 chefs d'État africains qui disent attention, le Congo est en train de courir un danger très grave. Et puis finalement, la conférence épiscopale accepte de faire une médiation avec toutes les parties. Avec là de nouveau les embûches, les manœuvres, etc., etc. Et on arrive à un accord. Le 31 décembre 2016, in extremis, l'accord de la Saint-Sylvestre. Que dit cet accord, mais qui a été bafoué et foulé aux pieds tout de suite? 1. On fait des élections avant la fin 2017. On n'y sera pas. Il n'y aura pas de 3e mandat. Je ne suis pas sûr qu'il n'y aura quand même pas un 3e mandat de fait. Il n'y aura pas de référendum pour modifier la Constitution en ce sens. L'opposition a le choix du Premier ministre et du Conseil national de suivi de l'accord et l'ouverture de l'espace politique. L'ouverture de l'espace politique, je ne la vois toujours pas. On est toujours dans une énorme fermeture. L'intérêt de l'accord, c'est qu'on relégitime les institutions par les accords provisoires en disant, voilà, on est tous d'accord, Kabila reste jusqu'en fin 2017, on fait des élections avant fin 2017 et on passe à quelque chose d'autre. Et l'opposition se met dans plusieurs pièges. Le piège de la date. Est-ce qu'on peut raisonnablement prévoir des élections fin 2017 ? Je pense qu'en décembre 16, on pouvait le prévoir, mais aujourd'hui, c'est très complexe. Pourquoi? Tout simplement, et ça c'est une des manœuvres, j'y reviendrai, c'est que l'enrôlement des électeurs n'est pas fini, notamment dans la région du Kasaï, qui est à feu et à sang. Et donc, il faut encore enrôler au Kasaï 90 jours. On va dépasser 2017, évidemment, c'est très clair. Le piège des postes.
Et ça, c'est les manœuvres moboutistes qui reprennent. Le clan Kabila dit ok, on va donner le Premier ministre à l'opposition, mais il choisit lui-même le Premier ministre de l'opposition. Je pense et je maintiens que c'était un opposant légitime et fort, mais évidemment, il a trahi son camp. Et donc, il est rejeté par l'opposition. Le président du Conseil national de justice, même chose. Il est choisi par le clan Kabila et il est considéré comme un traître par les autres. Et dans cette traîtrise, on peut imaginer le problème des égos. Ah, je deviens Premier ministre, le problème de l'argent, parce que je pense que ça joue, et alors les fausses promesses. Ça me permet de vous parler quand même, je vais être plus dur là, de la faiblesse des partis politiques, y compris d'opposition au Congo. Ces partis n'ont pas de vraie structure. Je vais vous donner un exemple. Félix Tshisekedi est devenu le chef de l'UDPS en remplacement de son père. Il s'est entouré, une fois de plus, du clan familial et tribal. Personnellement, j'ai travaillé jusqu'en 2006. Je n'avais jamais vu Félix Tshisekedi dans un combat politique quelconque. Et donc, il s'est, avec son groupe, il s'est auto-désigné président. Je pense qu'il y a un vrai problème. Et donc, on fait des jeux d'exclusion. Et on dit, Chibala, le Premier ministre, mais non, il n'est plus UDPS, il s'est exclu par lui-même. Il y a un vrai problème donc, de gestion des partis politiques où il n'y a pas de concret, où il n'y a pas de règles. Et si on prend des comparaisons, même dans des pays extrêmement autoritaires dans la région, en Angola, ce n'est pas Dos Santos qui a choisi son successeur, c'est le parti unique, le parti au pouvoir. Et il n'a pas choisi le successeur que Dos Santos voulait prendre. Au Zimbabwe, ce sera le parti unique. Et il n'est pas sûr qu'ils prendront le successeur que va présenter Mugabe. Donc ça, c'est une force de ces pays-là qui n'existe pas. Même chose pour le parti présidentiel au Congo, qui dirige le parti présidentiel. Il n'y a pas de successeur, il n'y a pas de bureau politique désigné, il n'y a pas de... Voilà. Alors aujourd'hui, très rapidement, Joseph Kabila dit « Mais moi, j'ai rien promis ». Je n'ai rien promis, il a dit ça à un journal allemand, début d'été. Et puis l'enrôlement au Kassai, je vous l'ai dit, 90 jours. Et puis maintenant, l'opposition dit, ben, puisqu'ils ne respectent pas l'accord, on va demander une troisième transition. On va décider qu'il y aura une transition à partir du 1er janvier 2018, mais sans Joseph Kabila. Évidemment, le parti major, le parti présidentiel refuse l'idée et lui propose l'idée d'un troisième dialogue. Alors que le dialogue de la conférence épiscopale contenait les bases de quelque chose d'assez clair, enfin, et était assez précis, je ne vois pas très bien comment on peut revenir à un troisième accord dans un contexte comme celui-là, alors que les bases sont là. Le deuxième accord était correct et ça risque d'être extrêmement compliqué. Petite réflexion aussi, pourquoi est-ce qu'on veut se maintenir au pouvoir en Afrique? Enfin, pas seulement en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on veut se maintenir au pouvoir? D'abord pour l'argent, très clairement. Le pouvoir est une ressource, même la vie politique, je parle même de l'opposition ici, pour la vie politique congolaise, être opposant, être parlementaire, c'est une ressource, c'est une manière de survivre. On peut dire la même chose d'ailleurs de la religion, d'une certaine manière, avec le nombre d'évêques autoproclamés qui se font de l'argent sur le dos de la population. C'est une ressource pour soi, l'argent, et pour son clan. Et ici, il est clair que les détournements d'argent du clan Kabila ont été phénoménaux. Comme disait un de ses opposants, c'est une véritable machine à sous qui a réussi à vendre les actifs des sociétés publiques à des complices étrangers véreux qui ont récupéré de l'argent. La deuxième raison, qui est très importante aussi, c'est l'impunité. Tant que vous êtes au pouvoir, vous ne risquez pas. Le problème, c'est que si vous perdez, vous risquez trop. Je suis trop long peut-être. Non, pas encore. Pas encore. Mais juste pour savoir si vous voulez un petit peu d'eau. Je vais me moucher. Parce que je lutte contre un gros rhume. Et le problème en Afrique, surtout dans ce type de régime, c'est que c'est tout rien. Ça s'appelle le balancier. Je suis président, j'ai tout. Je suis mis dehors, j'ai plus rien. En Belgique, si vous perdez le gouvernement fédéral, vous pouvez avoir une place à la région, à la communauté française, garder... Oui, ça vient. Je peux garder Liège, Namur et Mons, vous voyez, hein. Donc il y a des contrebalanciers, et surtout, on est protégé. Je veux dire que c'est l'État qui protège l'opposant. L'opposant n'est pas menacé
Tandis qu'ici, au Congo, le jour où Kabila est balayé, ça risque d'être extrêmement dur. Parce que l'État qui est absent, ne va pas garantir sa sécurité. Donc c'est un vrai problème. Alors je vais très très vite sur les autres crises, mais pour moi clairement elles dépendent de cette crise politique. La crise économique et sociale, elle a été créée par la crise politique, avec un dérapage extrêmement rapide des finances publiques et des moyens de l'État. Les caisses sont vides. L'État est en cessation de paiement. Le taux de change avec le dollar a grimpé extrêmement vite. Et la hausse du produit intérieur brut, je parle ici de macroéconomie, je ne parle pas de la pauvreté endémique chez les gens, les chiffres macroéconomiques depuis 2006 étaient bons. Ça s'améliorait lentement, mais ça s'améliorait. Et là, donc, vous avez effectivement un grave problème, et la crise sociale, du coup, a empiré très très vite. On peut parler longtemps de l'économie au Congo, mais je vais vous rappeler que le taux de pauvreté est énorme, et que le revenu moyen par habitant au Congo est de $800 par an. $800 par an, j'ai calculé, c'est un peu moins de $70 par mois. $70 par mois. Si vous vivez à la campagne, vous avez vos lopins de terre, c'est vivable, mais vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'école. C'est pas possible, puisqu'il faut payer l'école, l'État a disparu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on habite dans des villes et qu'il faut prendre un loyer à 200, 300 € par mois et puis payer la scolarité des enfants? J'ai un ami qui m'a dit, François, je dois choisir lequel de mes enfants n'ira plus à l'école l'an prochain. Là, si vous imaginez, je dois choisir lequel n'ira plus à l'école, parce qu'il n'avait plus assez d'argent. Et ce n'est pas un exemple isolé. Alors, les crises régionales, on dit quelques mots, sans entrer dans les détails, parce que c'est les crises régionales, vous avez en fait un arc de violence et d'instabilité. Si vous imaginez la carte du Congo, sur tout l'axe nord-sud de la frontière est, le long des Grands Lacs, à peu près 1200 km depuis l'Ituri jusqu'au Katanga. Alors chaque fois, les composantes sont un peu différentes. Et puis vous avez le Kassai, qui est la région du centre-sud, qui est la région diamantifère, extrêmement riche. Et puis vous avez un arc d'instabilité du côté du Bas-Congo. Pour moi, si on doit relever des traits communs, vous avez régulièrement dans ces régions des attaques contre les leaders locaux. Cela provoque des conflits entre communautés. Au départ, ce sont des conflits de pouvoir, des conflits politiques. Vous avez à peu près partout la présence de groupes armés à contrôler, des milices. Vous avez aussi une armée et une police complètement indisciplinées, qui se prêtent à des provocations et à des répressions extrêmement violentes. Certains observateurs congolais disent, en plus de ça, ça s'était calmé au campus de Butembo, et voilà que les militaires reviennent et commencent à battre les étudiants, etc., comme s'ils voulaient les pousser à entrer dans les milices. Donc vous avez quelque chose d'assez complexe de ce côté-là. Et évidemment, ces militaires, ces policiers sont dans l'impunité la plus totale, ne fût-ce que par l'absence d'État. Et pour moi, c'est très clairement, dans toute cette région, une stratégie délibérée du pouvoir, une stratégie dirigée du chaos pour empêcher les élections. On a toujours une carte en main pour gêner le processus quelque part. Et donc, y compris, parce que ça pourrait arriver, que tout à coup on doit décréter l'état d'urgence à Kinshasa, parce que la secte Boubou Diakongo va refaire une action violente contre une prison, contre la présidence, etc. Et alors la crise humanitaire, au sens large, 3 à 4 millions de déplacés, énormément de violations des droits d'homme, 40% commises par les groupes armés contrôlés, 60% par l'armée de la police, des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires sans jugement, et la répression extrêmement dure des opposants politiques ou des militants. Alors, 2 dernières questions, si j'ai encore le temps. Deux petites dernières, oui. Je suis trop long. Vous me donnez trop. Alors, ça suffit, et puis on aura le temps des questions, des réponses. La première réflexion, c'est que l'État est devenu un État criminel. Il s'est effondré, c'est un État prédateur. Les termes sont très clairs, ils ont d'ailleurs été repris l'autre jour, c'était très surpris par le nom de Apostolique, donc l'ambassadeur du Vatican au Congo, qui a dit que l'État congolais a toujours été un État prédateur pour le pays. En fait, il a toujours été perçu comme un ennemi. À l'époque coloniale, on a créé l'État. Mais pour le Congolais, l'État était quelque
chose de peu compréhensible. Il édictait des règles, mais qui n'avaient pas d'intérêt ni de sens pour le Congolais lui-même. On m'a interdit de chasser, mais j'ai toujours chassé à cette période. Le sens de la règle, on ne chasse pas à tel moment, n'était pas tout à fait idiot. Mais si on n'explique pas aux gens pourquoi on ne doit pas chasser à tel et tel moment, ben, l'État devient quelque chose de monstrueux et un ennemi. Alors, à l'époque du système Mobutu, là, il était en continuité avec le système colonial. L'État est devenu très autoritaire au point d'être totalitaire. Et les structures d'État se sont effondrées. Ce sont des petits groupes qui s'en sont emparés, déjà à l'époque de Mobutu, contre la population et à leur profit personnel. Alors, en 2006, je vous disais, on sort de la crise de légitimité. On a enfin des institutions légitimes partout. Le président, le Parlement, etc. Mais en fait, il y a une occasion manquée incroyable, c'est qu'on ne reconstruit pas l'État. Les Occidentaux, eux, ils se contentent d'élections. Mais les élections, ce n'est pas la démocratie. Il y a des élections, même s'ils sont libres et transparentes, ça ne suffit pas à faire la démocratie. Et réflexion en plus, moi je pense qu'on ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas d'état de droit. Et on ne peut pas parler d'état de droit s'il n'y a pas d'état. Et le vrai problème du Congo aujourd'hui, c'est que l'État assure la stabilité et l'impartialité et qu'il assure une série de structures aux bénéfices de tous. L'État est neutre dans nos pays. Il n'est pas au service d'un parti ou d'un clan ou d'une population donnée. Quand le juge n'est pas payé, comment est-ce qu'on fait pour garantir son indépendance? Quand le policier n'est pas payé et rançonne au bord de la route, quand le douanier qui n'est pas payé depuis 6 mois doit passer un camion qui va vers l'Ouganda et demande ses $100 pour pouvoir vivre pendant quelques jours avec sa famille, mais évidemment, ce pays se déstructure à toute vitesse. Quand l'enseignant n'est pas payé et qu'on lui demande de corriger une cote dans le bon sens, avec évidemment un cadeau à la clé, mais c'est dur, c'est extrêmement compliqué. Donc tout ça, c'est complètement effondré. Et il y a des Congolais courageux qui résistent à ça, mais c'est extrêmement compliqué. Dernière chose, l'État, ça permettrait effectivement d'éviter des détournements massifs au point de vue économique. Donc toute la relation qui est extraordinairement forte. L'État permet l'alternance, ça je vous l'ai dit, hein, s'il y a des contre-pouvoirs, je quitte la présidence, mais je suis garanti dans ma vie personnelle. Et autre réflexion, c'est qu'il n'y a jamais eu d'élection locale. Et je pense que si on veut créer une démocratie, un État de droit, il faut aussi des élections locales. Nous avons des bourgmestres, des conseillers communaux, c'est fondamental. C'est eux qui dirigent la police, qui dirigent les fonctionnaires. Au Congo, ça n'est pas le cas, c'est un véritable problème. Alors, dernière chose, demain, est-ce qu'on peut en sortir? C'est la question que tu m'as posée. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va en sortir et je ne sais pas comment. Moi, je pense qu'on va trouver une réponse. Les deux autres conférenciers, on va trouver une réponse. Mais c'est les Congolais qui devront la trouver. Donc, on peut avoir des pistes, mais c'est vraiment le travail des Congolais. Et ça, je trouve ça extrêmement important. Donc, effectivement, il faut sortir de la crise de légitimité. Ça paraît évident. Si on maintient les institutions actuelles, le président contesté, etc., on est devant un grave problème. Donc, il faut trouver un système de transition. Un nouvel accord, peut-être. Les scénarios ne sont pas tous très agréables. On peut imaginer un putsch militaire. On peut imaginer l'effondrement du régime. On peut imaginer le soulèvement de la population. Je ne sais pas comment, si l'armée tirera ou pas, ou si à un moment elle se sentira tellement dépassée qu'elle arrêtera de tirer sur la foule, mais il y a la garde présidentielle qui fait 15 000 personnes. Il faut savoir que la frustration populaire est énorme. Donc, reconstruire l'État, il y a des atouts. Les mouvements sociaux de base, les mouvements sociaux généraux. Vous savez, je dis souvent, des docteurs Mukwege, il y en a 10 000 au Congo. Je respecte évidemment beaucoup. J'ai rencontré à Lobutu un infirmier qui n'était plus payé depuis 15 ans. Il avait fabriqué sa table d'opération dans sa hutte et il faisait les fractures et les accouchements sans être payé. Et il y a un membre du groupe qui faisait chaque mois 250 km à vélo pour aller, donc 2 jours, pour aller chercher des médicaments au fleuve. Donc vous avez une puissance, une force dans la société civile qui est vraiment très très importante. Les partis politiques, oui, mais avec la condition de se structurer comme des vrais partis. Ça pour moi c'est fondamental. Les grandes institutions de la société civile, les églises, les syndicats, les pressions internationales, ça je trouve ça extrêmement important.
si on veut sortir de... Pourquoi vous riez? Dites-moi. On va en parler. Je regrette de vous avoir donné quelques minutes. Je m'arrête Vous avez pris des éléments. Ah non, non, Il a pris les éléments de son juste alors dire que l'Angola s'inquiète quand même un peu, l'Angola qui est le grand voisin et qui est un peu le gendarme du coin, s'inquiète quand même de la déclaration de Kinshasa. Et alors peut-être, dernière chose, si tu me laisses une seconde, la dernière, peut-être se dégager de certains traits structurels qui pèsent lourd dans la vie politique congolaise depuis longtemps. Je vois des signes où on en sort, mais ça n'est pas toujours très simple. J'en cite 3 ou 4. Premier problème, ce sera 4 phrases. Le premier problème, c'est une tendance au radicalisme. Les Congolais ont toujours été contre le pouvoir. Quand on leur a donné la parole dans les élections, ils ont toujours voté contre ceux qui les dirigeaient. Donc il y a quelque chose d'un peu complexe de ce côté-là. Mais c'est vrai aussi que le pouvoir est un ennemi. Donc si on sort de là, peut-être qu'on sortira de cela. 2, le messianisme. Beaucoup au Congo, un réflexe, c'est tout va changer demain. Et tout ne change pas si on ne fait pas un effort considérable. Et on a dit ça à l'indépendance. Les Blancs vont partir, les Congolais vont prendre la place. Quand Mobutu est arrivé, on s'est dit ouf. Quand la conférence nationale a commencé, on a dit voilà, tout va changer demain. Quand Mobutu était parti et que Kabila est arrivé, on a dit ouf, Kabila est là, tout va aller mieux demain. Non, tout ne va pas toujours mieux demain s'il n'y a pas une force politique et sociale extrêmement forte derrière. Troisième chose, l'accommodation. Ça, c'est un trait très intéressant, je pense, et c'est compréhensible de la vie politique congolaise. Devant la violence extrêmement forte d'un État ou du pouvoir, depuis l'époque coloniale, depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il y a 2 stratégies. L'affrontement, mais l'affrontement peut signifier la mort, et en général, il faut le faire, ou alors l'accommodation, la ruse, on se glisse sur le côté, on essaye d'échapper au pire, etc. Joseph Kabila disait récemment, je ne suis pas sûr de la citation, parce que j'ai essayé la source, c'est pas... De toute façon, les Congolais sont des couards. On tire un coup de feu, ils s'en foutent. Je ne suis pas sûr, il y a des choses qui changent. Je ne suis pas sûr que ce sera encore comme ça. Et alors, un vrai problème de la vie politique congolaise, c'est la substitution. C'est la quai de la substitution. Le noir prend la place du blanc à l'indépendance. Mobutu prend la place de Joseph Kasavubu. Laurent Kabila prend la place de... On prend la place d'eux, mais qu'est-ce qu'on change? Il n'y a pas de conquête de souveraineté. Donc il y a un effet simplement de déplacement. Comme le disait mon chauffeur, tu vois, Laurent Kabila, c'est comme le bus, là, tu vois. Le chauffeur a changé, mais le bus est resté absolument le même. Et donc là, il y a plein de travail à faire, je pense, et c'est pour que ça revient. Je me suis fait quitter quelques minutes et une bonne partie de mon sujet. C'est qui? Voilà. François, je crois. Fonctionne. Moi, je suis bien comme ça. Parfait. Allez-y. François. Donc, bonjour. Donc, je suis François Paulet, membre d'une ONG, le Centre. Non, ça va pas. Ah oui, c'est vraiment danger en fait. Je suis François Paulet. Ok, d'accord. Bon, moi j'avais prévu de vous parler un petit peu de ce que j'ai pu mettre à jour dans mes travaux. Donc ça fait 2 ans que j'ai entamé une thèse de doctorat à l'Université de Liège en sociologie des mobilisations, pour essayer un peu de comprendre justement ce qui a été évoqué déjà par François Rickmans, à savoir les ingrédients, les éléments, les modalités qui font que des formes d'opposition sociale et politique vont se cristalliser, vont se structurer dans un contexte comme celui du Congo. N'est-ce pas? Et donc, avant de commencer ce travail, la question qu'on se posait avec mon promoteur, c'est tiens, dans un pays tel que le Congo, où il y a tellement de pauvreté, tellement d'inégalités, tellement d'arbitraire, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de mouvement populaire, de mouvement syndical, de mouvement associatif puissant? Donc il y a quelque chose qui se passe au Congo, et dans le fond, la constatation vaut largement pour d'autres pays africains, mais il y a quand même une particularité en Afrique centrale, une faiblesse particulière des oppositions. Et donc c'est avec cet esprit-là qu'on a commencé ce travail, essayer de comprendre, tiens, pourquoi est-ce que ça ne coagule pas?
au Congo. Et donc c'était en fait, et ça reste, là je suis à mi-parcours, une démarche assez audacieuse et assez risquée parce que dans le fond, on ne part pas à la recherche de quelque chose qui existe et se mettre à l'observer, interviewer les parties prenantes, etc. On se met à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Et pourquoi il n'y a pas ça? Et donc l'idée c'est d'aller à la rencontre des acteurs dont on suppose qu'ils devraient faire de la mobilisation. ONG, syndicats, églises. Donc ça a été un petit peu ça le sens de la démarche. Et lorsque je commence mes terrains au début de l'année 2015, il y a un événement qui va survenir et qui va un petit peu canaliser la suite de mon travail. C'est un soulèvement populaire donc d'ampleur nationale qui a eu lieu en janvier 2015 contre la deuxième stratégie de Kabila qui a été évoquée par mon prédécesseur. La première, c'était la révision constitutionnelle, mais pour des raisons d'opposition de la société civile, de l'Église et de l'international, ils se sont dit non, ça va être difficile. On va passer par quelque chose d'un peu plus discret, d'un peu plus subtil. On va modifier la loi électorale et on va introduire un article qui dit que la réalisation des élections, notamment présidentielles, doit être subordonnée à la réalisation d'un recensement. Or, un recensement au Congo, c'est une opération d'une complexité monstre qui prend au minimum 2, 3, voire 4, 5 ans. Voilà. N'est-ce pas? Et donc, il y a eu un soulèvement d'une ampleur inégalée lorsque, le jour où le Parlement devait valider cette modification de la loi électorale, il y a eu un soulèvement de grande ampleur qui a surpris beaucoup de monde, qui a surpris les observateurs, qui a surpris les ambassadeurs, qui a surpris le pouvoir lui-même, qui a été pris au dépourvu, et qui a même surpris l'opposition qui était à la base, d'une certaine manière, en tout cas, qui avait appelé à manifester, mais qui n'imaginait pas qu'il y aurait autant de gens qui suivraient, et sur un mode aussi non contrôlé, aussi décentralisé, aussi peu coordonné. Donc, on a pu constater une capacité de réaction populaire de la population congolaise, c'est un peu redondant, une capacité de réaction populaire au Congo dans ces circonstances-là. Et c'est à cet événement-là que j'ai commencé à m'intéresser. Et assez vite, m'est venue à l'esprit l'idée suivante. Au Congo, on a souvent l'impression que dès qu'il y a un début d'organisation, il n'y a plus vraiment de mobilisation. Par contre, la mobilisation vient souvent de là où on ne s'attend pas, à savoir de secteurs non organisés, peu organisés, organisés de façon informelle, clandestine. C'est de là, notamment en janvier 2015, qu'est venue véritablement la colère populaire. Et c'est un événement qui est important parce que c'est le seul moment, ces dernières années, où le président Kabila a fait marche arrière. Donc, il a déjà varié de stratégie, mais faire marche arrière vraiment au moment où il s'apprête à concrétiser cette stratégie-là, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et là, tout le monde a réalisé que ce dont beaucoup se doutaient déjà, ce pouvoir a peur de la population. Et donc, l'arbitraire qui est au fondement de ce pouvoir, il a été amplement décrit par François Rickmans. Il faut en déduire, et la majorité des observateurs et des Congolais en sont conscients, les rapports de droit, les textes, les accords n'ont pas d'importance, ce sont vraiment des morceaux de chiffon qu'on va signer pour des raisons opportunistes ou tactiques à un certain moment, mais qui n'ont pas de valeur. Donc c'est un gouvernement qui obéit au rapport de force physique, sécuritaire, militaire, policier. Et donc pour ce type de pouvoir, il y a deux grandes craintes. La crainte d'une intervention internationale, et sur ce plan, Joseph Kabila, comme avant lui, Mobutu, il y a aussi de l'ordre de la... À ce niveau-là, il y a une répétition
en termes de stratégie politique à l'international, c'est moi ou le chaos, si vous voulez. Donc c'est chercher à convaincre l'international que faire une trop grande pression sur Kabila, faire en sorte que Kabila s'en aille, c'est livrer le Congo au désordre, à l'instabilité, à la guerre. Donc il y a un chantage au chaos qui est vraiment au cœur de sa stratégie discursive à l'international. Et effectivement, le fait que le pays soit parsemé de situations de conflits à petite échelle ou à moyenne échelle, plus ou moins latents, est quelque chose qui sert le pouvoir. Alors il y a énormément de spéculations sur l'implication délibérée du pouvoir dans ces réunions locales. C'est assez difficile d'y voir clair, mais ce qui est sûr, c'est qu'il en tire un profit politique énorme vis-à-vis de l'international. Alors, effectivement, il est discrédité parce qu'il n'arrive pas à maîtriser le pays, il n'arrive pas à assurer la paix, le contrôle du territoire, ce qui était quand même le but de la reconstruction au début des années 2000. C'était la mission qui avait été confiée à Joseph Kabila, au moins remettre de l'ordre et de la stabilité dans cette partie du continent. C'est vraiment les effets déstabilisateurs en termes régionaux sont vraiment potentiellement catastrophiques. Et effectivement, la guerre de la fin des années 90 a fait des millions de morts. Et donc, c'est un petit peu fort de ça que Kabila dit oui, effectivement, c'est de plus en plus instable, mais c'est notamment parce qu'on me critique et parce qu'on me remet en cause que le contrôle sur le territoire est en train de faiblir, n'est-ce pas? Donc, si vous me poussez dehors, ça va être vraiment le chaos dans sa pleine expression. Et ce chantage-là, il marche. Mobutu avait fait la même chose avec la pagaille. Les années de pagaille, Mobutu est arrivé au pouvoir après une série de rébellions qui avaient partagé le pays en plusieurs morceaux, qui avaient fait aussi beaucoup de morts. Et Mobutu, vraiment, a tiré sa légitimité à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international, sur le fait qu'il avait réussi à remettre de la stabilité. Et donc, c'est sur base de ce discours-là qu'on va tout se permettre sur le plan politique. N'est-ce pas? Et c'est vraiment c'est quelque chose qui a assez bien marché et qui continue à fonctionner à l'international. Et c'est la raison pour laquelle la communauté internationale a validé du bout de lèvres des élections qu'elle savait frauduleuses en 2011. C'est la raison pour laquelle également, à la fin de l'année passée, alors que pour la grande majorité du peuple congolais, fin du deuxième mandat, on arrête maintenant, on arrête les dégâts, Kabila doit partir. Est-ce que vous m'entendez? Il y a eu cette proposition de dialogue qui a été amenée par... C'est un petit peu compliqué, donc si vous voulez, le clan Kabila, voyant l'échéance du deuxième mandat arriver, avait volontairement créé une situation d'impossibilité d'organiser les élections. Là, c'est la troisième stratégie. Il y a eu révision de la Constitution, ça n'a pas marché. Modification de la loi électorale, ça n'a pas marché. Ben, ne rien faire. Voilà. On n'organise rien, on invoque toutes sortes de blocages, de raisons technico-financières, politiques. On n'a pas pu organiser les élections. C'est très compliqué d'organiser les élections dans un pays comme le Congo, vous n'imaginez pas. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire émettre par la Cour constitutionnelle un arrêté qui stipule que, en cas de... Comment dire que, voilà, si à la fin du deuxième mandat, il n'y a pas de remplaçant élu, eh bien le président en cours reste en fonction. On va faire émettre cet arrêté qui est hautement discutable sur le plan juridique par une Cour constitutionnelle qui est sous notre influence, et puis on va organiser un dialogue avec les opposants. Et ça, c'est un aspect important pour comprendre le fonctionnement du politique au Congo, c'est cette question de la cooptation. Donc si vous voulez, l'idée c'est que les opposants des partis politiques, mais aussi de la société civile, une façon de les amadouer, c'est de les inviter à participer au pouvoir. Et donc c'est une technique qui a vraiment été énormément utilisée par Mobutu,
qui est réutilisé par Kabila et qui s'avère tout de même redoutablement efficace. Et donc là, on touche à des questions de culture politique. Évidemment, c'est délicat parce qu'il ne faut pas verser dans le culturalisme. Oh, le Congolais est opportuniste. Non, mais il faut reconnaître tout de même que les oppositions en général ont une forte tendance à se saisir des opportunités de participer au pouvoir qui sont tendues par les autorités. C'est un trait dominant de la politique congolaise. Et on peut même dire qu'il y a énormément de partis d'opposition, d'organisations de la société civile et de syndicats qui sont créés avec en point de mire le fait de se faire inviter par le pouvoir. Donc cette logique de la cooptation, en fait, c'est quelque part, c'est vraiment le sel de la vie politique congolaise. Davantage même, je dirais, que l'autoritarisme. Alors, il y a des organisations qui échappent à ça, elles sont extrêmement rares. Filimbi et Lucha, ainsi que quelques autres petits mouvements citoyens, en sont des illustrations. L'Église catholique également, les partis politiques, c'est déjà beaucoup moins le cas. On ne peut pas citer de parti politique qui ait résisté à ça. Historiquement, il n'y en a aucun. Et donc là, on a vraiment une problématique qui est de l'ordre du rapport aux politiques, qui est véritablement problématique. Mais je pense, moi j'ai l'espoir, parce qu'il faut aussi aller vers des solutions, un discours orientant vers des issues. Moi je pense qu'au sein des jeunes générations, effectivement, progressivement, cette vision clientéliste de la vie politique est en train de reculer. Mais c'est un processus, il est très difficile d'évaluer où on en est. Mais effectivement, il y a la référence au droit, la référence à l'état de droit, la référence au respect de la Constitution, la référence aux principes est de plus en plus présente parmi la jeunesse politisée. Et donc c'est intéressant parce que par rapport aux années 90 et au bras de fer entre l'opposition de la société civile et Mobutu, à cette époque-là, il y avait si vous voulez, il y avait Etienne Tshisekedi qui était considéré comme la personnalité de nature supérieure qui allait remplacer Mobutu et les choses allaient s'améliorer pour tout le monde. Alors on était dans cette vision messianique à l'époque qui était très forte. Mon hypothèse, et quelque part mon espoir, c'est que cette vision d'une amélioration des choses par le remplacement au volant de l'autobus du leader actuel par un leader qui est plus gentil et qui va faire le bien du peuple, cette vision, entre guillemets, je ne dirais pas qu'elle est naïve politiquement, parce qu'elle rentre aussi dans... parce qu'effectivement, il y a des formes de redistribution paternaliste qui font que, effectivement, il y a un remplacement au leader peut faire que certaines parties de la population reçoivent de l'argent étant donné leur proximité familiale ou ethnique avec la personne qui a remplacé. Et donc, cette vision-là du changement politique, mon hypothèse, c'est qu'elle est en train de reculer au sein de certains secteurs de la population et au sein de la jeunesse, en faveur d'une vision du changement politique comme respect d'un ensemble de principes démocratiques, avec en premier lieu la question de l'alternance au pouvoir. Pour moi, c'est dans ce changement culturel profond qui est en cours que réside l'alternance. Parce qu'il ne faudrait pas imaginer qu'il y a d'un côté Kabila et sa clique, de l'autre côté le reste de la population. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à l'intérieur de l'État qui profitent de la situation et qui font tout pour que ça perdure. Et quand je dis des dizaines de milliers, je crois que si on tient compte des provinces, etc., ce sont des centaines de milliers, ainsi que leur entourage. Donc, on ne va pas se lancer dans des projections en termes de pourcentage de la population. Il y a un sondage qui a été fait par Jason Stern, un institut sur la recherche du Congo de New York. Je crois qu'il a été fait, parce que faire un sondage au Congo, c'est quelque chose déjà de pratiquement infaisable. On ne peut pas aller parler aux gens de leurs opinions politiques, c'est très très dangereux, on est très vite ennuyé par la sécurité. Mais bon, bref, ils ont quand même fait un sondage, je leur fais confiance, ce sont des gens sérieux, et apparemment, le taux de popularité de Kabila, il est autour de 10%.
Et ces 10%, ce sont certainement ceux qui ont l'impression de profiter de la configuration actuelle, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a effectivement ce bloc de petite taille qui continue à soutenir Kabila, mais je pense qu'il y a aussi dans le reste de la population toujours cette impression du fait que pour que notre situation s'améliore, il faut que nous-mêmes nous ayons un parent qui accède à une position au sein de l'État. Cette vision du fonctionnement du système politique, vision patrimonialiste, comme on peut l'appeler en anthropologie, elle reste relativement étendue et effectivement, tout l'enjeu, c'est qu'elle recule au profit d'une vision du politique qui soit davantage articulée autour de la notion de droit. La notion de droit, dans le rapport entre la société et l'État au Congo, cette notion, elle est quasiment absente, pour ne pas dire totalement absente. Elle est même incompatible avec cette vision particulariste, cette vision personnalisée, cette conception personnalisée de l'État. Pour profiter des bienfaits de l'État, il ne faut pas être un ayant droit avec le sens universel que nous le connaissons aujourd'hui. Je suis un citoyen ayant telle caractéristique, je gagne tel montant, j'ai des enfants, etc. Donc j'ai accès à telle politique publique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne par la proximité et par le lien personnalisé avec les détenteurs de pouvoir au sein de l'État. Et donc l'État, par contre, est effectivement prédateur. L'État est prédateur dans le sens où sa logique n'est pas de fournir des biens publics. Et là, il y a toute une réflexion à avoir sur l'histoire de la formation de cet État. C'est un État post-colonial. L'État colonial servait à extraire des richesses du pays par la force. Eh bien, effectivement, il y a une forme de continuité. On a continué à extraire des richesses du pays par la force, à la faire transiter vers l'extérieur et à en tirer un profit personnel au passage qui permet d'entretenir nos clientèles politiques. Et donc, non seulement donc, il y a eu détournement des richesses naturelles du pays, mais à partir du moment où la crise des matières premières dans les années 70 sous Mobutu, et puis plus dernièrement dans cette conjoncture-ci, il y a effectivement une baisse également des rentrées de l'État, qui a toute une série de conséquences économiques et sociales, mais lorsque l'État n'arrive plus à tirer du profit de ses rentrées, on va dire, de ses sources conventionnelles, notamment les recettes à l'exportation, c'est directement sur la population qu'il va aller chercher ses ressources. Donc c'est un État, en fait, si vous voulez, qui vraiment structurellement extrait des ressources de la population pour son propre fonctionnement, mais pas son propre fonctionnement en termes de on va faire des politiques publiques, on vous taxe, mais après on vous rend ça sous forme de politique sociale, de politique de santé, etc. C'est on va vous taxer de manière informelle, de manière souvent coercitive, et on va avec ça accumuler un capital économique personnel depuis notre position à l'intérieur de l'État. Donc c'est vraiment quelque chose qui est structuré et qui mettra un certain temps à évoluer, mais je suis raisonnablement positif à moyen ou long terme. Je ne sais pas combien de temps. 3 minutes. Très bien. Puisqu'on va avoir le débat et surtout oui. que Coco puisse partir. Mais oui, je vais laisser du temps à Coco. Bon, alors très vite, parce que en fait, j'ai pas tellement parlé de ce dont je voulais parler. Non, mais c'est pas, si ça vous a intéressé, je suis là pour vous en Bon, c'est la question du soulèvement populaire. Il y a eu ce soulèvement populaire en janvier 2015, ça a frappé l'imagination de tout le monde, ça a fait très peur au pouvoir, ça a fait se frotter les mains l'opposition. L'opposition a utilisé ça comme ressource politique. Kabila, si tu n'organises pas les élections, si tu n'acceptes pas l'alternance, il va se passer ici ce qui s'est passé en janvier 2015, mais à plus grande échelle. Donc, il y a vraiment eu une
une structuration du jeu politique autour des réactions potentielles de la rue. Les réactions potentielles de la rue, c'est devenu le cauchemar du clan Kabila, et c'est devenu l'espoir de l'opposition, mais plus pour des raisons, je pense, d'accès au pouvoir que pour des raisons de changement social profond, et c'est devenu l'espoir aussi d'une bonne partie de la population, et notamment parmi la jeunesse. Cette jeunesse a été très impressionnée par ce qu'elle a vu, par les printemps arabes, par le mouvement des alignés, par ce qui s'est passé au Burkina Faso, Blaise Compaoré, détrôné par la population dans la rue. Ça a énormément marqué la jeunesse. Et il faut savoir que lors de ces événements du Burkina, Blaise Compaoré, il était face à la même contrainte que Kabila. Il arrivait au bout de son deuxième mandat, il était en train de préparer un texte parlementaire pour permettre une troisième élection. Il y avait une délégation du parti présidentiel donc de Kabila, il y avait une délégation du PPRD qui était présente à Ouagadougou pour observer comment nos amis du Burkina Faso s'y prennent pour transformer leur constitution. Donc véritablement, le Congo a vécu les événements du Burkina Faso par procuration. Le pouvoir se disait, c'est un exemple intéressant, hein, on va profiter de leur savoir-faire, et l'opposition, elle, lorsque le soulèvement a eu lieu, a eu évidemment beau jeu de dire à Kabila, attention, si vous tentez de faire la même chose, il va y avoir soulèvement populaire. Quelques mois plus tard, il y a effectivement eu le soulèvement de janvier 2015, et donc beaucoup de gens espéraient, redoutaient, craignaient qu'il y ait la même chose à la fin de l'année 2016. Les conditions étaient réunies à la fin de l'année 2016. La population était chauffée à blanc. L'opposition avait réussi à former un grand rassemblement des forces sociales et politiques sous l'égide d'Étienne Tshisekedi. Cette opposition était décidée à passer par la rue pour faire pression sur le pouvoir, de manière à ce que s'il n'y a pas élection, au moins Kabila s'en aille et qu'une forme consensuelle d'institution, de transition soit mise en place. Et donc, véritablement, on comptait les jours, on décomptait les jours à la fin de l'année 2016, sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Et finalement, au dernier moment, et je vais voilà, c'est peut-être, Coco, ça t'intéresserait de continuer? Vraiment, on s'attendait à la fin de l'année 2016, la population va chasser Kabila. Tout le monde est d'accord, il n'y a plus de base populaire. Il y a 10% de gens qui le soutiennent, mais sur tout le territoire, c'est vraiment pas grand-chose. Et ceux qui le soutiennent n'osent plus le dire, ils ont peur de se faire tabasser. Et donc, malgré ça, les conditions semblaient réunies, mais ça n'a pas eu lieu. Et donc là, je vais céder la parole à Coco, qui va peut-être nous dire ce qui a manqué pour que, effectivement, une mobilisation puisse faire pencher la balance dans le bon sens. Bonjour. Moi, c'est Coco Baleko. Je suis coordonnateur du mouvement Philippe Kinshasa. C'est un mouvement citoyen. Sûrement, dans la salle, beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi Philippi? Philippi, c'est un mouvement de jeunes. Philippi, ça veut dire coup de sifflet. En Swahili. En Swahili. Coup de sifflet, oui. On peut dire dernier coup de sifflet. Dernier coup de sifflet. On est là pour effectivement siffler la fin de la récréation. Feeling. Il y a sûrement un certain nombre de questions que les gens se posent. Quel est son objectif? Quelles sont ses méthodes? De qui est-il composé? Quelles sont les difficultés qu'il rencontre sur le terrain? C'est un nombre de questions comme ça que je vais tenter de répondre pêle-mêle. Nous sommes le produit de plusieurs héritages et de plusieurs combats. Nous sommes une génération de citoyens et de citoyennes
qui ont pour mission de relever la RDC. La RDC, c'est-à-dire Congo démocratique. Nous sommes les véhicules d'expression d'une jeunesse indignée qui en a ras-le-bol, qui en a marre et qui est destinée à transformer ses frustrations en énergie positive et créatrice. Nous voulons bâtir et non détruire. Nous sommes la nouvelle génération africaine engagée. Nous sommes un mouvement composé de jeunes de 16 à 44 ans et surtout de jeunes filles aussi. Nous incarnons une dynamique récente, résolument non violente. Cette dynamique est portée par toute la diversité actuelle de la jeunesse congolaise. Les étudiants, les sans-emploi, des musiciens, des artistes, de jeunes entrepreneurs et des cadres d'entreprise. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions nous constituer en collectif? Il y a la mauvaise gestion de nos dirigeants, le manque d'amour pour le pays, le manque de vision maintient la RDC dans la pauvreté. Et nous avons dit, trop c'est trop, nous en avons marre. C'est pourquoi, en 2015, juste après les événements, dont a fait allusion M. François, le 15 mars précisément, nous sommes constitués à un collectif. Et nous nous sommes dit que nous avons ras-le-bol de la façon dont le pays est dirigé. C'est pourquoi nous voulons changer les choses. Mais nous ne rejetons pas la faute totalement aux dirigeants. À nos yeux, tous les citoyens congolais sont en vérité responsables. D'une part, ils laissent agir les hommes politiques et d'autre part, ils ne tiennent pas efficacement le rôle citoyen qui est le leur. Comme un de nos modèles, Patrice Emery Lumumba, pour ne pas le citer, a dit en 1958 à la conférence d'Accra, nous désirons voir établir dans notre grand pays, un État démocratique moderne, assurant la liberté, la justice, la paix sociale, la tolérance, le bien-être et l'égalité des citoyens sans discrimination aucune. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, nourrie par les réseaux sociaux, est éblouie par le printemps arabe, par ce qu'a fait le Palestin. 많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마 도착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine 많이 고민